Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction, et ça c'est très important, entre DeFi et absence de régulation. Revenir sur vraiment Mika et le cadre, est-ce que vous le trouvez trop contraignant sur la partie stablecoin Donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait ça. Après, je sais que je ne vais pas plaire à beaucoup d'acteurs privés parce que c'est un secteur qui est très lucratif. L'objectif qui était poursuivi par cette réglementation, c'est quand même d'apporter de la confiance à tout l'écosystème, pas simplement l'écosystème crypto d'ailleurs, c'est vraiment tout l'écosystème financier. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Crypto Coulisses. Aujourd'hui, nouvel épisode pour parler de la réglementation Mika et l'impact sur les stablecoins et leur listing sur les plateformes d'échange. Et pour ça, on reçoit deux invités aujourd'hui. Sarah Compagnie, qui est avocate au sein du cabinet Aleph Avocat. Salut, bonjour Gary. Salut. Et Johan Briand, toi tu es secrétaire général de CoinHouse. Tout à fait. Broker français. Donc merci à tous les deux aujourd'hui de participer. Sarah, toi tu as bossé déjà chez Tether, l'émetteur du stablecoin USDT pendant pas mal d'années je crois. Oui. Et commençons par la première question. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui, Tether n'est pas trop enclin à être Mika compliant? Et avant même ça, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est la réglementation Mika? Et pour rappel, c'est une réglementation qui a été mise en vigueur en France le 30 juin dernier, c'est ça? C'est ça. Juin. Alors oui, je pense que maintenant, tout le monde a entendu parler de ce règlement européen qui vient réglementer les marchés de cryptoactifs. Et dans cette réglementation, on a, on va dire, 3 volets. Ceux qui fournissent des services sur cryptoactifs, donc les cryptoactifs, c'est le Bitcoin, Ethereum, etc. Et ensuite, on a deux autres types on va dire, d'émetteurs. Les émetteurs d'EMT, donc de monnaie électronique qui fonctionnent sur des, on va dire, registres distribués. Et d'ailleurs, on rappellera tout à l'heure ce que c'est EMT, ART. Oui. C'est ça. Et ensuite, cette troisième catégorie qui sont les ART. Donc, contrairement à un EMT, c'est-à-dire un actif qui va stabiliser sa valeur en étant adossé à de l'euro, de dollars, etc., il vient stabiliser sa valeur soit sur, on va dire, un panier d'actifs, un panier d'euros mélangé à d'autres devises, ou à d'autres, on va dire, matières premières ou d'autres biens. Ça peut être n'importe quoi, l'or, le charbon, enfin voilà. Et ça crée d'ailleurs des questions assez intéressantes à résoudre quand on est avocat, puisque en fait on a généralement des produits qui sont adossés à d'autres, on va dire, matières ou biens. Ça peut être des indices, etc. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle des produits dérivés. Donc, on va dire que pour les acteurs, ça va être assez intéressant de devoir faire ce travail, de comprendre la qualification de ce qui est un ART versus les autres produits qu'on connaît déjà. Puisque Mika, on le rappelle, vient réglementer des actifs qui sont hors champ des réglementations qui existent déjà. Or, on a déjà tout un pan sur la réglementation financière. Donc après avoir fait cet aparté, ta question c'était donc rappeler un petit peu ce cadre et pourquoi Tether n'aurait pas envie. Alors je ferai une question un peu plus large puisqu'il y a une question d'envie, mais il y a aussi une question, on va dire, de capacité à se mettre en conformité. Et je pense que c'est une question que tous les acteurs se posent, que ce soit des acteurs européens ou étrangers, qu'ils en aient envie ou non, c'est le coût de la conformité. Donc, quand on met sur la balance où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'il faudrait être demain pour pouvoir obtenir un agrément qui, en principe, appartient, ou en tout cas est obtenu par des acteurs très, très sophistiqués, les établissements bancaires, de paiement, etc. Quand on met ça en perspective avec le fait qu'est-ce que ça me rapporte. Alors bien sûr, les stablecoins, si on avait un émetteur de stablecoin, il en aurait mieux parlé que moi, mais ils ont on va dire un modèle économique qui est très lucratif, puisqu'on récolte l'argent, on va dire, des dépôts, et on va prendre des frais sur le fait de transformer cette monnaie, on va dire, en une monnaie qui circule sur une blockchain. C'est un peu comme une banque qui est redistribuée, enfin comme une banque en fait tout simplement, c'est-à-dire qui garde pour elle les... Comme un établissement de monnaie électronique, c'est pour ça qu'on les assimile, oui, on a une créance sur l'émetteur qui permet le remboursement. Et derrière, en fait, tout le monde maintenant a entendu parler de ces effets de seuil dans Mika. On vient nous dire que de manière journalière, mensuelle, etc., on ne peut pas dépasser un certain volume de circulation, on ne peut pas produire des intérêts aussi sur les dépôts, etc. Donc on a beaucoup de restrictions. Ouais. Et d'ailleurs, juste par rapport au volume, c'est-à-dire que je crois que j'avais vu passer, tu n'avais pas le droit de dépasser 200 millions par jour. C'est ça.
Que ce soit on-chain ou off-chain. Donc déjà... ce qui veut rien dire, parce que ça veut dire que quoi, à 16h, tu coupes les virements, enfin les transactions jusqu'à demain, comment tu peux aussi... c'est pour ça qu'il y a tout un mécanisme de reporting et que dans les RTS, qui sont des normes plus techniques qui viennent définir un petit peu comment mettre en œuvre cette obligation, on a tout un tas de normes très complexes qui viennent nous expliquer comment c'est censé fonctionner, mais en pratique, on se rend compte que quand on veut le mettre en œuvre, c'est autre chose. Ouais, et d'ailleurs, on en parlait en off aussi avec Yohan, enfin, si tu es un acteur un peu scrupuleux qui arrive et qui fait du watch trading pour justement atteindre la limite de 200 millions au bout de 2 minutes à minuit 2. Donc en fait, qu'est-ce qui se passerait quoi? C'est-à-dire que pendant 24 heures, les exchanges ne peuvent plus... Bon, après, pour faire des volumes de watch trading de 100 millions, après, il y a les frais de l'échange. Donc, il y a aussi la théorie des jeux, combien ça me coûte, pourquoi est-ce que je le fais. Donc oui, il peut y avoir une attaque, on va dire, pour cibler un acteur, mais derrière, qui a les moyens de se payer ça, c'est autre chose. Donc pour répondre à la question, quand on met en perspective le coût de la mise en conformité versus ce que ça nous rapporterait, forcément, il y a des stratégies qui se mettent en œuvre et peut-être que l'Europe déjà n'est pas un marché suffisamment important par rapport au marché américain, chinois, asiatique, Moyen-Orient, etc. Et donc forcément que ça rentre en considération. Et derrière, le coût de la conformité, ça c'est si j'avais envie de le faire et donc que je raisonne de manière rationnelle. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que je peux me mettre en conformité, et les demandes qui sont faites hors ratio prudentiel, etc., parce que j'ai envie de dire ça, à la limite, c'est le plus simple, les exigences de fonds propres et de fonctionnement, de fit and proper, il y avait toute la question des audits. Comment est-ce qu'on audite des comptes blockchain? Qu'est-ce qu'on appelle ségrégation? Parce que comptablement, on comprend ce que c'est, mais on-chain, sur les différents smart contracts, quand on a des clients qui font des entrées, etc. Donc, tout ça, la réalité, c'est que eux, comme c'était un peu historiquement les premiers à être sur place, qui est capable en tant qu'auditeur, réputé et sérieux, d'être le premier à faire un audit et de prendre la responsabilité de dire oui, c'est bon, je certifie ces comptes, etc. Donc, à part, c'est pour ça aussi que c'est les premiers à venir sur le marché, des établissements bancaires ou d'établissements de monnaie électronique qui ont déjà tout ça en interne, en mise en place, qui ont déjà leur rapport avec le régulateur, qui n'ont pas besoin de prouver ce qu'ils sont capables de faire, etc. Forcément que c'est les premiers à arriver. Donc, j'ai beaucoup parlé. Non, mais c'est intéressant. En tout cas, j'ai l'impression que Tether aussi, c'est comme une... Ouais, tu veux ajouter quelque chose il y a peut-être l'enjeu aussi pour Tether, le fait que ce soit un émetteur de stablecoin qui soit systémique, de par la taille qu'ils ont aujourd'hui et des obligations qui s'appliquent pour tous les émetteurs de stablecoin significatifs, avec l'obligation de dépôt dans un certain nombre de banques, etc., qui peut apporter une contrainte supplémentaire, qui est un défi qui peut être relevé, mais qui apporte quand même une certaine complexité supplémentaire. Alors en fait, ça, c'est pas tant la complexité, mais ça rejoint le point sur le modèle économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est un acteur non régulé et que tous ces dépôts en milliards de dollars, on peut les placer sur des actifs qui ont une performance très très élevée, demain on vous dit, vous pouvez faire la même chose, mais vous devez les mettre sur des actifs très très liquides, avec des performances bien moins élevées. C'est ça. Il y a un trade-off à faire, c'est ça que... Complètement. Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on regarde le bilan des deux stablecoins, donc USDC de Circle et USDT de Tether, c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que dans l'USDC, on va surtout avoir des bons du trésor américain avec différents types de maturité qui rémunèrent aux alentours des 5%. Quand on regarde Tether, on est plutôt... Donc il y a des bons du trésor, mais pas que. Il y a aussi des other investments, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a du Bitcoin, il y a des bonds, donc des obligations d'entreprise, et il y a tout un tas d'investissements plus ou moins opaques en fait. Donc... Oui, bon alors... c'est vrai que c'est... Ouais. Oui, voilà, c'est que, les stratégies ne sont pas les mêmes. On a un acteur aux États-Unis qui a envie de travailler avec des acteurs institutionnels, qui connaît comment ça fonctionne. Historiquement, Tether, c'est des personnes qui ne venaient pas forcément de ce milieu de la banque, du monde des investissements traditionnels. Donc, la manière aussi dont s'est formé le coin, à la base... c'était quand même à une époque avec les cypherpunks, l'idée c'était de créer une monnaie indépendante des gouvernements. Enfin, c'était pas du tout la même idéologie et les mêmes buts non plus, quoi. Non, c'est vrai que le contexte n'est pas le même. C'est plutôt lié à Bitfinex, les d'anciens bull market, etc. Mais en tout cas, pour rappeler un peu les faits, c'est-à-dire que ces stablecoins, donc si admettons qu'ils gagnent au moins du 5% de façon annuelle, puisque les taux en vigueur, là, on est aux alentours des 5%, les taux des banques centrales, ça veut dire que, par exemple, Tether qui a au moins plus de 100 milliards
capitalisation, donc gagne au moins 5 milliards par an. Donc voilà, je pense que l'histoire des coûts, c'est pas trop... C'est sûr. Et puis derrière, en fait, c'est pas parce qu'ils ne se mettent pas en conformité aujourd'hui qu'ils ne se mettront pas en conformité demain. Il y a une stratégie aussi qui consiste à dire je ne veux pas être le premier acteur à aller de front vers les régulateurs pour tout simplement les éduquer sur comment ça fonctionne, quelles seraient les normes applicables. Donc je pense qu'il y a aussi la stratégie, et elle n'est pas... on peut la comprendre. On laisse des gros acteurs qui ont l'habitude de ce domaine de faire les choses à leur place, de se rendre compte des difficultés techniques, de aussi éduquer pas que le régulateur, les auditeurs, tout l'écosystème qui permet que ça fonctionne. Et une fois que ce travail a été fait et que, on va dire, tout ce coût, parce que voilà, plus on passe du temps avec des auditeurs, des avocats, des régulateurs, ça coûte énormément d'argent. Une fois que c'est fait, j'ai envie de dire, ceux qui arrivent après, ils n'ont pas à réinvestir tout cet argent. Et hyper intéressant. Donc en fait, peut-être qu'ils vont le faire après, ils vont se conformer à MiCA, mais ils voulaient juste pas être les premiers pour subir un peu les pots cassés du début, quoi. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que l'évaluation qu'ils ont faite aujourd'hui, le coût de la conformité par rapport au marché que ça ouvre et aux contraintes qui pèsent sur eux, n'a pas de sens économiquement. Ok, très clair. Ouais, je pense que c'est important de le préciser. MiCA, ça s'applique à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, l'ouverture sur le marché européen que ça permet n'est peut-être pas suffisante, en effet, par rapport à l'activité, où la majeure partie de l'activité chez Tether est plutôt côté US et côté asiatique. D'ailleurs, ils ont des seuils. On ne peut pas obtenir des remboursements en dessous de quelques centaines de milliers d'euros. Donc, en fait, leur clientèle, c'est pas Madame Michu ou Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et effectivement, les grandes institutions, le capital, il y en a en Europe, mais c'est plus aux États-Unis, c'est plus en Asie, c'est plus dans certains pays du Moyen-Orient. C'est vrai que quand on regarde comment est réparti le jeton USDT, j'ai l'impression que la moitié du volume de mémoire est sur la blockchain Tron pour des paiements assez rapides. Et j'ai l'impression que c'était peut-être beaucoup utilisé par le retail, en Asie notamment, ou en Afrique aussi. Ah oui, et en Amérique latine surtout. Oui, en Amérique latine, ils travaillent avec les gouvernements. Donc c'est à la fois institutionnel, mais aussi retail. Ça s'est un peu imposé comme la monnaie, enfin vraiment le stablecoin utilisé par tout le monde. Disons qu'à la base, historiquement, en fait, le stablecoin, c'était utilisé par les traders pour faire de l'arbitrage, parce que c'était le seul actif qui permet de sortir d'une exposition crypto, tout en restant dans l'univers crypto et ne pas rebasculer sur un monde bancaire. Et surtout, on connaît tous la problématique des acteurs crypto pour avoir des comptes bancaires, de moins en moins, mais à l'époque encore plus. Donc d'avoir des stablecoins, ça permettait vraiment d'échapper à toutes ces contraintes-là. Et disons que par la force des choses, leur clientèle principale, ce sont des personnes qui achètent en gros et qui font des gros trades et des arbitrages inter-exchange. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se sont imposés, c'était les seuls. Ouais, complètement. Et c'est vrai que quand on regarde les plateformes d'échange aujourd'hui, dès qu'il y a la plupart des paires versus stablecoin, c'est souvent quand même contre de l'USDT. Et quand même, on rappelle l'intérêt de passer par une paire versus USDT plutôt que versus USD, c'est de ne pas payer, on va dire de ne pas passer par la case imposition. Certificat et fiscalité. Ouais. Tout à fait. Et alors toi, Johan, du coup, parce que CoinHouse, vous avez subi de plein fouet, entre guillemets, cette nouvelle réglementation MiCA, parce que pour rappel, vous agrégez des exchanges type Coinbase, Kraken, Binance, etc. Alors, je n'ai plus la liste exacte, mais plus ou moins. Et il y a des listes, bien sûr, il y a des paires versus USDT. Et comment vous avez appris la nouvelle? C'est quoi un peu là, les prochaines étapes pour vous par rapport aux dernières annonces? Est-ce que tu peux rappeler peut-être la timeline Ouais, je vais juste avant ça revenir sur un terme. Tu as utilisé le terme subi, la réglementation. Ouais. Je dirais qu'on s'y prépare quand même depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Donc on ne la subit pas. Après, il y a certaines décisions en effet pour lesquelles on n'a pas la main ou sur lesquelles on est tributaire des décisions des superviseurs, des régulateurs, etc. Notre rôle après, c'est de l'appréhender au mieux et de s'y adapter de la meilleure des façons pour permettre la continuité de notre activité, délivrer le meilleur service à nos clients et s'assurer que ce que l'on fait finalement s'inscrit dans la protection de leurs intérêts et nous permettre aussi de nous développer, parce qu'on a aussi cet enjeu-là, c'est de poursuivre notre activité et de prendre de plus en plus de place sur le marché français dans un premier temps, avant d'envisager une expansion un peu plus large, à la faveur d'ailleurs de la réglementation. Et c'est là où on ne la subit pas forcément et où ça peut devenir un levier. En termes de rappel sur la timeline, sur MiCA, en effet, la première échéance officielle était au 30 juin et s'appliquait aux émetteurs de stablecoin avec un certain nombre d'obligations réglementaires à respecter pour ces acteurs.
Ce qui a posé une difficulté pour nous, très opérationnelle, comme tu le soulignais, Gary. On propose et on a un certain nombre de paires avec des jetons finalement qui sont appariés avec l'USDT pour permettre à nos clients de faire des arbitrages et de swapper sur l'USDT avant de réinvestir sur d'autres coins, etc. Et un enjeu pour nous qui était qu'à la date d'entrée en vigueur de MiCA sur le volet stablecoin, donc jetons de monnaie électronique, on n'avait pas d'acteurs agréés, établissements de monnaie électronique, et donc autorisés à émettre des stablecoins conformes en Europe. Ce qui voulait dire que potentiellement, il n'y aurait pas eu de stablecoin dollar. Potentiellement, voilà, tout à fait. C'est arrivé avec l'annonce de Circle. Alors, Ouais. quelques jours après, en effet, le 1er juillet, et de SG Forge avec son EURCV, si je ne me trompe pas, annoncé le 1er juillet également. Néanmoins, ça nous a un petit peu bloqué dans, je dirais, l'anticipation des travaux à mener de notre côté, ou en tout cas, on s'y était préparé, on savait qu'il allait falloir le faire, on ne savait pas sous quel horizon de temps et avec quelles possibilités pour nous, sachant qu'on a différents enjeux à relever dans ce cadre-là, qui sont d'être certains d'aller trouver de la liquidité sur les jetons de monnaie électronique conformes à MiCA. Donc ce qui pose un vrai sujet aussi de savoir vers quelle plateforme on va pouvoir se tourner pour trouver suffisamment de liquidité et servir nos clients. Et ensuite, un sujet technologique qui est de créer les paires entre les jetons qu'on propose sur notre plateforme, une grosse cinquantaine aujourd'hui, et l'USDC, pour ne citer que celui-ci en termes de stablecoin. Des appareillages qui n'existaient pas toujours ou qui ne sont d'ailleurs pas toujours possibles en direct, c'est-à-dire en une transaction, et qui peuvent nécessiter de passer par des transactions intermédiaires. Par exemple, je sais pas, tu veux acheter on va dire une crypto au hasard, une crypto dans le top 100, on va dire, je sais pas, tu veux acheter du Optimism. Et donc il n'y a pas de paire Optimism USDC, et donc en fait tu dois devoir faire Optimism, je ne sais pas, ETH USDC par exemple. Potentiellement, voilà, c'est peut-être cet exemple-là, tout à fait. Et vous aviez imaginé, considéré le scénario où il n'y aurait pas eu de stablecoin validé par MiCA, stablecoin dollar, et du coup, comment vous auriez fait dans ce scénario-là? Parce que finalement, vous auriez été pas mal bloqué, j'imagine, à plus proposer de stablecoin dollar qui est quand même... Oui, tout à fait. Alors, on a considéré finalement qu'on ne pouvait pas nous interdire d'utiliser les stablecoins non conformes avec effet immédiat au 30 juin ou au 1er juillet. Donc on s'attendait en effet à ce qu'il y ait une tolérance de la part des superviseurs pour pouvoir se mettre en conformité, sachant que par ailleurs on avait des informations sur le fait que certains établissements étaient engagés dans un processus d'agrément et qu'il s'agissait plutôt d'un délai de mise en conformité davantage que de se retrouver sans acteur à proposer des stablecoins conformes dans un laps de temps raisonnable. Par contre, on voit en effet que les superviseurs, maintenant qu'on a Circle et SG Forge qui ont cet agrément et qui délivrent et qui proposent, qui émettent un stablecoin conforme à MiCA, on voit que les superviseurs tentent à raffermir un petit peu leur discours sur le fait qu'il faut qu'on se mette en conformité, nous qui proposons ce type de jetons ou de stablecoin, et ce dans des délais qui sont relativement courts, sans pour autant avoir une date d'échéance très claire et très ferme identifiée à ce jour. Concrètement, vous avez jusqu'à quelle date pour délister l'USDT Justement, on n'a pas d'échéance connue, en tout cas pas de mon côté, je ne l'ai pas identifié. Pour autant, on voit que les messages se répètent et deviennent de plus en plus précis sur le fait qu'il faut qu'on arrête de travailler avec des stablecoins non conformes. Oui, en fait, dans MiCA, on a ce qu'on appelle une période de transition pour tous les acteurs qui proposent leurs services sur les cryptos. Et moi, j'avais en tête que justement, c'est peut-être 6 mois, mais c'est une période de Alors ça, c'est une période de transition. Et comme tu l'as justement souligné, par rapport au stablecoin, c'est une période de tolérance. Donc, il n'y a pas de délai précis. Évidemment que cette période de tolérance ne sera pas la même pour un acteur qui liste 150 coins ou paires de coins dont la clientèle dépasse le million de têtes, etc., que pour un acteur nouvellement constitué ou plus petit ou dont le business model. Donc en fait, il n'y a pas de délai précis pour la période de tolérance. En revanche, bien sûr qu'il faut travailler, et ça je le fais pour mes clients, les accompagner pour faire une roadmap par rapport à votre taille, par rapport aux services que vous fournissez, la clientèle que vous visez, etc. Qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est raisonnable, puisque en fait il faut mettre en balance le fait de ne pas perturber les marchés, qui serait au détriment des consommateurs, versus la conformité,
le respect des luttes contre le blanchiment, etc., etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail qui va être très difficile à mettre en œuvre dans les mois qui viennent, mais qui va être crucial. Et on va voir arriver probablement une certaine distorsion de concurrence entre des acteurs qui, eux, doivent être complètement en conformité parce que la France est pionnière. Alors, on a en fait les défauts de ses qualités. La qualité, c'est qu'on est dans un pays qui accueille, quand même, qui essaye de donner de la place à l'innovation, d'accompagner les acteurs, parce que quand même, ils sont très, très accessibles. Moi, je suis avocate aussi en Angleterre. La FCA n'est pas du tout aussi ouverte à la discussion que l'AMF ou même la CPR. Mais derrière, c'est vrai que le défaut de ça, c'est que quand on est un acteur ici, on a vu par exemple OKX qui a été blacklisté ou d'autres acteurs qui sont blacklistés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un PSAN enregistré en France, qu'on travaille avec un acteur qui fournit de la liquidité qui est blacklisté par l'AMF, mais pas par les autres régulateurs en Europe. Donc en fait, quand on veut faire de la concurrence à ses voisins européens, on est dans une situation où notre réglementation, comme elle gold plate un peu celle des autres pays, on se retrouve à être bloqué. Donc, en fait, je pense que le régulateur, c'est pas ça qu'il veut non plus, puisque le but, c'est quand même de pouvoir protéger ses acteurs, de pouvoir faire en sorte que le consommateur final en bénéficie, parce que le but, c'est quand même pas que les fees, comme vous disiez, s'il faut faire 2 opérations avant de pouvoir accéder à la liquidité attendue, bah, c'est d'autant plus cher pour l'utilisateur final. Ouais. Donc, je pense que le régulateur a conscience de tout ça, qu'à partir du moment où on documente et on essaie de faire les choses de manière intelligente, on ne va pas être sanctionné pour ça, mais qu'il y a un vrai travail à faire pour essayer de comprendre comment faire cette transition le mieux possible. Ok. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas ce risque qu'il y ait des plateformes justement qui soient vraiment qui seraient désavantagées parce qu'elles délistent l'USDT avant d'autres acteurs qui seraient toujours dans cette période de tolérance Si, bah c'est pour ça qu'en fait tout se fait toujours par rapport à l'état de l'art, c'est-à-dire que si on est le premier à tout délister d'un coup, il y a une opportunité qu'on manque très certainement. Après, je pense qu'il ne faut pas être court-termiste, c'est-à-dire il ne faut pas non plus faire l'autruche en disant bon bah je m'occuperai de ce sujet le jour où les gens commenceront à délister, parce que pour mettre en place un plan de cessation, de délisting, etc., ça prend énormément de temps parce que ça a des répercussions sur les marchés, sur la manière dont on se plug nos API, etc., la manière dont on rend la liquidité à nos utilisateurs. Donc, il faut avoir ce plan, il faut être sûr de qui fait quoi, les rôles et responsabilités. Et derrière, simplement, peut-être, effectivement, ne pas être les premiers à délister, mais suivre la mouvance du délisting. Ok. Et c'est intéressant, vous parliez tous les deux d'OKX. Donc OKX, qui était quand même le premier acteur à délister l'USDT pour les clients européens, donc un peu bon élève, mais tu disais qu'ils sont quand même blacklistés ils sont blacklistés en France ou Alors, c'est ce que moi j'ai eu comme... KuCoin, en tout cas, peut-être. alors, peut-être KuCoin. Ouais. En tout cas, bon, l'idée c'était de dire quand un acteur est blacklisté. Ouais. Pardon, je voulais pas... je sais plus, je confonds entre les deux. Je veux pas faire de la Ouais, diffamation sur le podcast. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, c'est intéressant. Donc, à la fois, il se la joue bien élève, mais je crois qu'il voulait, on se le disait un peu en off juste avant, OKX, être listé à Malte, c'est ça, pour un peu avoir une réglementation plus souple, ce qui est un peu paradoxal. Alors, c'est pas une réglementation plus souple, parce Ouais. que ça sera la même réglementation, mais c'est une appréhension de la réglementation un peu différente Ok. par le superviseur ou les superviseurs locaux versus ce que l'on peut trouver en France, où on a des superviseurs qui sont plutôt réputés, que ce soit l'AMF ou la CPR, comme étant assez jusqu'au-boutistes. Même si à côté de cette approche assez intransigeante sur les obligations réglementaires, il y a un véritable accompagnement en effet qui est à souligner pour faire grandir l'écosystème. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de parler de ça, c'est-à-dire du fait que MiCA, c'est quand même une réglementation qui est européenne, mais il y a quand même la souveraineté quand même des États, comme tu le disais, où le régulateur de chaque pays va quand même être le garant, c'est ça, de voir si la réglementation est appliquée, ou est-ce qu'il y a un gendarme européen qui va un peu contrôler Ce sont les États en fait qui sont les bras armés de Ouais. l'Europe. En plus, on a affaire à un règlement donc d'application directe, contrairement à une directive qui nécessite d'être transposée. Donc, en théorie, on a cette harmonisation. Après, en pratique, c'est vrai que la manière de mettre en œuvre, elle relève de l'interprétation souveraine de chaque État membre. La réalité, c'est que s'il y a une distorsion trop grande entre l'interprétation que fait un régulateur localement par rapport aux autres, et surtout, en fait, Malte n'est pas connue pour driver au niveau européen. Enfin, c'est plus la France, l'Allemagne. Donc, à voir. Après, encore une fois, comme tu disais, on a les défauts de ses qualités. On est peut-être jusqu'au boutiste en France, mais c'est vrai que quand on prépare un dossier PSAN, très peu de régulateurs, à mon avis, en Europe, sont capables de vous donner des feedbacks en disant « moi, je serai vous
bon, ils donnent pas, bien sûr, ils conseillent pas sur le modèle économique, mais moi j'ai déjà vu chez mes clients des clients qui se posaient des questions sur est-ce que ça on peut le faire ou pas, et finalement de trouver avec eux une solution qui serait acceptable, notamment sur les parties de DeFi où il n'y a pas de réglementation nette et en même temps il y a un gros risque d'exposition au blanchiment. Donc en fait, ils ne sont pas du tout fermés à ce type de questions, hein. Ils ont un pôle innovation qui est assez réactif. Ouais. Et alors, pour venir sur un peu la liquidité, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de liquidité, l'USDT, c'est à peu près, je crois, 130 milliards ou 110 milliards en circulation de dollars, vs l'USDC, c'est à peu près 30 milliards. Est-ce qu'on peut, l'USDC avec cette réglementation MiCA, parce que l'USDC est conforme à MiCA, peut rattraper son retard, enfin vraiment arriver au volume de l'USDT, parce que, alors, ça n'impacte que l'Europe à court terme, mais justement, peut-être que la liquidité sur les autres exchanges, parce que c'est plus simple en termes de market making, va aussi s'adapter sur les autres plateformes d'échange, que ce soit aux États-Unis, en Asie, un peu partout. D'un point de vue purement logique, je dirais que oui, le fait que Circle soit agréé en France et lui permette d'intervenir partout au sein de l'Union européenne grâce à cet agrément et émettre un stablecoin conforme en Europe va lui permettre de gagner des parts de marché, assurément. De là à soutenir qu'ils vont rattraper Tether à l'échelle mondiale, voilà, personne ne pourra se prononcer. On verra ce que l'avenir leur réserve en la matière. Ok, ouais. Pardon. Et également, puisqu'on en parlait un petit peu en off également, à voir ce que les États-Unis ou d'autres pays pourraient décider en termes de réglementation eux-mêmes sur leur territoire et qui pourrait potentiellement impacter l'activité crypto dans son ensemble et celle des stablecoins également sur ces périmètres. Ok. Est-ce que vous voyez aussi le fait que ce delisting de l'USDT en Europe, enfin pour les clients européens, c'est pas finalement une concurrence déloyale envers les exchanges européens, et que finalement un client européen pourrait très bien aller vers des exchanges non régulés dans le monde où il y aura encore des paires VS USDT Ça va être difficile. Ouais, je dirais, on a ce risque-là, mais qui existe déjà dans le choix que peut avoir un client européen de se dire je vais vers une plateforme finalement régulée, enregistrée en France, type CoinHouse, ou au contraire, je choisis une plateforme un petit peu plus obscure qui n'apporte pas les mêmes garanties, mais qui permet potentiellement de réaliser certaines opérations que nous ou d'autres acteurs européens ne proposons pas. Donc là, c'est plutôt un choix exposition et prise de risque à aller vers un acteur qui n'est pas régulé, qui est très opaque, très obscur, versus aller vers un choix plus raisonnable, à mon sens, ou apportant davantage de sécurité. Si on prend un acteur comme Bybit aujourd'hui, comment vous le considérez, sachant que en termes de volume, c'est un des plus gros exchanges au monde, et je crois qu'il n'est pas régulé en France, en Europe. Oui, c'est pour ça qu'il a été blacklisté. Ouais. Alors, je sais pas si Ouais. Ok. D'accord. Après, oui, c'est toute la question de pourquoi est-ce qu'aussi cette réglementation est intervenue. Bien sûr, sur le marché primaire, on va avoir 1 euro égale un USDC, etc., moins les frais. Mais la réalité, c'est aussi qu'à cause de ces questions d'obscurité, de manque de confiance, etc., sur le secondaire, on a une décote qui est importante. Et donc, on a des utilisateurs qui sont les plus fragiles, qui se retrouvent à acheter un bien à un certain prix, et derrière, en fait, la valeur se déprécie, alors que même la notion de stablecoin voudrait que, justement, on ne soit plus face à cette volatilité. Donc, l'idée, c'était quand même d'apporter un petit peu de structure dans tous ces marchés et tous ces écosystèmes. Et la distorsion de concurrence, si elle existe, elle ne durera pas très longtemps parce que, en fait, l'idée, c'est que, notamment sur ces types de réglementations-là, on harmonise à l'échelle internationale. Et les États-Unis, l'Angleterre vont très prochainement aussi commencer à réglementer. Donc, les marchés qui vont rester, que ce soit Amérique latine, chinoise, etc., n'ont rien à voir avec l'Europe. Donc, effectivement, on peut avoir des acteurs qui vont plutôt aller se baser là-bas. Mais la réalité, c'est que MiCA accepte la sollicitation inversée, comme on dit, mais ça va être très, très difficile à mettre en œuvre en raison de toutes les choses qui font qu'en fait, on présume qu'il n'y a pas de sollicitation inversée. Tu parles, est-ce que c'est d'ailleurs la sollicitation inversée Oui, alors en fait, la sollicitation inversée, c'est le principe qui consiste à dire, si je suis un acteur étranger et que je fournis mes services à la seule initiative, c'est-à-dire exclusivement à l'initiative du client final qui se trouve être en Europe, dans ce cas-là, je ne suis pas soumis à la réglementation. Mais en fait, l'interprétation de qu'est-ce qu'une sollicitation inversée par rapport à la notion de l'initiative exclusive du client
amène des situations où on ne peut pas être un acteur type Bybit et finalement ne reposer que sur la sollicitation inversée. Si on veut vraiment pouvoir travailler avec l'Europe, il va falloir avoir un agrément quelque part en Europe. Ouais, surtout qu'après, il y a des histoires de pubs, par exemple, sur les réseaux sociaux où c'est un peu opaque, donc on ne sait pas si vraiment c'est l'utilisateur qui est venu à Bybit ou si Oui, c'est ça fait partie des notions qui Ouais. font qu'on arrive à faire le rattachement. Ouais. Ouais, bien sûr. Pour maintenant revenir sur vraiment Mika et le cadre, est-ce que vous le trouvez trop contraignant sur la partie stablecoin Faudrait demander à un émetteur. Tout à fait. On l'espère pour un prochain épisode, mais Non, je pense que la finalité ou l'objectif qui était poursuivi par cette réglementation, c'est quand même d'apporter de la confiance à tout l'écosystème, pas simplement l'écosystème crypto d'ailleurs, c'est vraiment tout l'écosystème financier envers tout ce qui est service sur actifs numériques ou sur crypto-actifs. Je pense que ça va dans le bon sens. Là encore, l'avenir nous dira est-ce que c'était pertinent, adapté, cohérent et encore une fois, ouais, pertinent par rapport aux enjeux finalement du secteur et aux enjeux européens de développer un véritable écosystème qui soit finalement à dimension internationale à terme. ok. Et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré du coup avec Mika Bon, on a parlé tout à l'heure de la limite des 200 millions par jour, qui, on va voir si elle peut être tenue, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez dur à réaliser. Mais est-ce qu'il y a d'autres points qui... Oui, enfin, ces 200 millions, il faut le rappeler aussi que le but, c'est qu'il ne faudrait pas qu'un stablecoin d'une institution privée remplace l'euro numérique. Mhm. Alors, on peut bien sûr critiquer l'euro numérique en long, en large, en travers, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'est le rôle de l'État, enfin, c'est son pouvoir premier, sa souveraineté, que de battre monnaie. Et que les personnes qui payent leurs impôts, la manière de redistribuer les richesses, etc., ce soit lui qui décide de l'inflation, du taux d'émission, de la masse monétaire, etc. Donc, quelque part, je pense qu'il ne se cache pas du fait que l'idée, c'est de diviser pour mieux régner. Vous pouvez avoir des stablecoins, mais limite de 200 millions, donc plus il y en aura, plus vous pourrez faire des échanges en stablecoin si vous voulez, mais ce ne sera pas centralisé sur un acteur. Donc c'est pour éviter le risque systémique de centralisation et qu'un acteur étranger vienne faire concurrence sur le territoire européen. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'en Europe, finalement, tous les paiements se fassent en stablecoin dollar. Et la réalité, c'est que je pense que c'est intelligent de réfléchir comme ça, parce que demain, on veut quand même garder notre patrimoine européen et français. Donc moi, ça ne me choque pas qu'il y ait ça. Après, je sais que je ne vais pas plaire à beaucoup d'acteurs privés, parce que c'est un secteur qui est très lucratif, mais bien sûr que c'est des décisions politiques et il faut les prendre en compte. Ouais, carrément. Bah, alors, c'est intéressant, c'est parce que si on se focus sur les stablecoins euros, ils représentent vraiment une goutte d'eau Oui. par rapport aux stablecoins Bien sûr. dollars. C'est-à-dire que je crois que le URC de Circle, c'est quoi? C'est peut-être 20 millions ou 50 millions d'euros. Oui, et c'est pour ça que la réglementation, elle est si contraignante, parce Ouais. qu'en fait, ce sont surtout des acteurs, et on le voit, américains qui arrivent sur le marché. Bon, il y a un acteur français, mais un peu à la marge, ce qu'il fait. Et l'autre acteur, bon, Tether, il y avait Libra. Donc, Mhm. c'est quand même des acteurs qui sont une menace qui peuvent aussi même pour notre démocratie, parce que sur une crypto, si on suit tous les échanges, on a accès à beaucoup d'intelligence économique, de données des utilisateurs, on centralise l'argent des épargnants européens. Donc il y a aussi un enjeu, on va dire, militaire, stratégique à maîtriser qui sont les points d'émission de ces stablecoins-là. Mhm. Donc, carrément. Après, c'est vrai que le dollar, enfin les stablecoins dollars, c'est quand même la monnaie de référence sur d'un point de vue trading au niveau mondial. Donc c'est vrai que c'est un peu l'unité de mesure. Bon, c'est tombé sur le dollar et je pense qu'il n'y avait pas trop d'alternatives. Mais c'est vrai que je pense que c'est compliqué de se dire, ok, il va y avoir un marché VS l'euro et un marché VS dollar, sachant que voilà, le dollar, c'est vraiment la monnaie de référence pour les traders sur la crypto. Oui, le but ce sera pas. Ouais. Comme dans le monde fiat, finalement, le dollar a une prédominance Ouais, dans les c'est échanges internationaux. Ça réplique. C'est vrai qu'on est sur des acteurs américains qui se sont lancés sur l'activité d'émission de stablecoin en priorité et qui ont réussi à développer une certaine hégémonie sur le marché. Bon, à voir ce que donneront les initiatives françaises ou européennes dans les années à venir. Carrément. Et alors, pour venir sur les stablecoins qui ont eu l'agrément Mika, donc il n'y a pas que Circle, enfin l'USDC de Circle et le stablecoin de SGForge. Il y a aussi Monerium, Salvus aussi. Bon, preuve que c'est pas réservé qu'à des acteurs vraiment institutionnels. Mais vous pensez qu'il va y avoir d'autres émetteurs là, qui vont avoir ce fameux sésame dans les prochains mois?
Alors les prochains mois, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui sont en route et pas qu'en France. Ok. Et tant mieux, en fait, Ouais. plus on a des concurrents et mieux c'est pour l'utilisateur final. Ça oblige les personnes à baisser les prix, à être innovants, à proposer des services de qualité. Et je pense que c'était le but, en fait, aussi de réglementer pour que ça bénéficie à l'utilisateur final. Ouais, carrément. Et bah toi, Yoann, d'ailleurs, au sein de CoinHouse, est-ce que la multiplication des stablecoins, ça peut vous poser des problèmes d'un point de vue liquidité, parce que ça multiplie finalement les paires, quoi. Si tu as une paire d'un stablecoin un peu lambda versus USDC versus le stablecoin de Monerium versus un autre stablecoin. Alors ça pose un certain nombre de défis, ça peut constituer aussi des opportunités, très clairement. À ce jour, en effet, l'enjeu majeur, c'est de trouver la liquidité suffisante sur les stablecoins en question. Ce qui est assez limité aujourd'hui dès qu'on sort du cadre USDC, USDT, finalement, USDC pour rester sur un stablecoin qui soit conforme à MiCA. Il y a, malgré les quelques autres stablecoins qui sont également conformes à MiCA, il y a quand même très peu de liquidités. Il faut les trouver listés sur des exchanges, etc. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment des points de considération. Demain, en effet, on ira se poser la question de dans quelle mesure est-ce qu'il est pertinent de pouvoir les proposer. Et à ce moment-là, se posera la question des développements technologiques pour proposer en effet les paires qui permettent de convertir et de swapper sur ces stablecoins-là. Ça marche. Je vous propose de finir par les stablecoins décentralisés. Il y en a pas mal, hein. Maintenant, il y a l'EURA de Angle, il y a l'USD0 de Usual. Est-ce qu'il y a un espoir de voir ces stablecoins décentralisés sur CoinHouse s'il y a un listing? Ça sous-entend qu'ils soient listés sur des plateformes d'échange centralisées. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des chances de les voir sur des plateformes d'échange centralisées? Pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. Il y a de belles initiatives, de beaux projets qui permettent notamment d'adresser un certain nombre d'enjeux. Sarah l'évoquait tout à l'heure, c'est qu'on a une interdiction avec MiCA de délivrer du rendement ou de la rémunération sur les stablecoins. Ouais. Ce qui change un peu la donne par rapport à ce qui pouvait se pratiquer jusqu'à présent, où on pouvait proposer des produits de rendement sur des stablecoins, notamment là où il y avait finalement beaucoup de volume, beaucoup de liquidité. Donc les propositions ou les projets qui se font dans la DeFi offrent une porte finalement ou une voie pour aller chercher ce type de produit à rendement. De là, les proposer directement sur CoinHouse, pas à court terme, de pouvoir mettre en place des ponts permettant à nos clients d'accéder à la DeFi, mais en prenant leurs propres risques, c'est-à-dire qu'on ne serait potentiellement qu'intermédiaire pour leur permettre d'arriver dans le monde DeFi, pourquoi pas. Ok. Alors, pour rappeler un peu le concept, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux stacker par exemple de l'Ether sur une plateforme d'échange centralisée et obtenir le gain associé. En revanche, quand tu stacks un stablecoin décentralisé type l'USD0 ou l'EURA, normalement, tu es censé percevoir le yield du sous-jacent détenu. Et en fait, là, ce qui pose problème, c'est la nature du sous-jacent, parce que j'imagine, comme c'est des bons du trésor américain ou autre type de yield, en fait, il y a vraiment cette notion de rendement qu'on n'aurait pas avec le stacking. Ou le stacking, c'est plus pour sécuriser un réseau, alors que là, c'est vraiment pour faire du... Non, en fait, dans les deux cas, c'est du rendement. Okay. Donc, dans les deux cas, il faut voir la manière dont les flux sont structurés et la manière dont c'est commercialisé. Mais dans les deux cas, on aurait affaire soit un instrument financier, soit des rendements financiers. Donc, ce serait régulé de toute manière. Okay. Je pense qu'il faut vraiment faire la distinction, et ça, c'est très important, entre DeFi et absence de régulation. On peut être un projet non DeFi, non régulé. On peut être un projet DeFi régulé. Donc, il faut toujours arrêter maintenant de faire cette association. Nous n'entrons pas dans le champ de MiCA parce qu'on est DeFi. C'est une erreur, une grossièreté juridique de dire quelque chose comme ça. La seule manière de ne pas être régulé, c'est de ne pas fournir un des services qui est compris dans le champ de la réglementation. C'est le seul moyen. Et il y a très très peu. C'est vraiment à la marge, les services qui ne tombent pas dans cette réglementation. Donc derrière, qu'on soit algorithmique ou pas, ça ne change rien. Si la manière dont le stablecoin est structuré rentre dans le champ de ce qui représente soit un ART, soit un EMT, c'est réglementé par MiCA. Après, il y a très très peu d'exemptions sous MiCA, peut-être qu'ils considèrent que ça l'est, mais pour pouvoir travailler avec des intermédiaires qui, eux, sont régulés type CoinHouse, pour être admis à la négociation sur un marché de crypto, si jamais on rentre dans la réglementation MiCA, on ne peut pas être listé. Donc, comme tu le disais, peut-être éventuellement on peut travailler avec des acteurs qui permettent ensuite, je sais que je travaille avec Smooth en ce moment, qui est un wallet décentralisé, en tout cas, voilà,
qui en fait permet... Et d'ailleurs, petite interview bientôt à venir de Smooth. Voilà, et ben, ils en parleront mieux que moi, mais ça permettrait par exemple à un acteur comme Coinbase de dévier, ou en tout cas d'avoir une interface qui permet très simplement d'aller interagir avec ses services, mais avec un wallet en propre, pas avec un intermédiaire qui lui est régulé. Parce que quand on est régulé, on n'a pas le choix, DeFi ou pas, on rentre dans le champ de la réglementation. Ok, donc au moins c'est clair. Et toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de protocoles DeFi qui se cachent derrière le fait que Mika n'englobe pas la DeFi, alors qu'en vrai, c'est... Alors, il y a beaucoup de protocoles qui pensent que parce qu'ils fonctionnent sur des smart contracts, ça suffit à tomber hors champ de la réglementation. Ok. Donc, on peut avoir 2 protocoles qui font exactement la même chose. L'un est régulé, l'autre ne l'est pas. Tout dépend vraiment de comment c'est structuré et commercialisé. Donc, pareil, je vais prendre, comme on parle de Smooth, l'exemple d'un self-custodian wallet. On peut avoir un wallet où l'acteur qui émet le wallet, finalement, il a la manière de récupérer les clés, donc en faisant la recovery. On peut avoir quelqu'un qui, en fait, permet ou facilite le transfert d'un wallet à un autre, ou alors on peut avoir quelqu'un qui n'a vraiment aucun contrôle. Et donc, dans un cas, on a affaire à un wallet personnel qui n'est pas régulé. Dans l'autre, on a affaire au service de conservation. Et le service de conservation, c'est pas uniquement je conserve au sens vraiment traditionnel du terme des actifs. Donc c'est pour ça qu'il faut aller regarder la réglementation et regarder les petits détails, le diable est dans les détails, de est-ce que la manière dont mon algorithme fonctionne et stabilise sa valeur est vraiment hors champ de la réglementation. Ok. C'est très difficile. Ouais, très clair. Et peut-être aussi au niveau du degré de décentralisation. Oui. Degré de décentralisation qui peut vouloir tout et rien dire. Parce que, encore une fois, les gens ils disent non, nous, on est une DAO. Et puis, en fait, on se rend compte que les jetons de gouvernance qui sont émis sont centralisés dans les mains d'une personne. Ou alors, on peut faire un upgrade sur le smart contract qui finalement... En fait, il y a 1001 manières de prouver qu'un protocole est centralisé. Et il ne faut pas... Après, c'est du marketing aussi. Je veux dire, parfois, il y en a qui sont pleinement conscients de ça. Et c'est juste qu'ils le mettent en avant de manière à pouvoir le vendre. Mais, ouais. Ok. Dernière question, tu as fait une transition parfaite vers les notions d'EME, d'EMT, d'ART. Est-ce que tu peux redéfinir les 3 termes et un peu prendre des exemples concrets pour expliquer Oui, alors les établissements de monnaie électronique, ce sont des établissements classiques. Vous allez sur PayPal, vous avez votre monnaie électronique. Bon, je pense que tout le monde voit ce que c'est. EMT, ça va être les stablecoins qui stabilisent leur valeur sur l'euro. Et c'est pour ça, peut-être on peut faire le lien avec les stablecoins algorithmiques. La manière dont je stabilise ma valeur de référence, c'est finalement la manière dont j'ai des fonds derrière qui viennent garantir que ma valeur est stable. Mais je peux avoir un mécanisme de stabilisation qui est basé sur l'euro, mais la manière dont je m'assure cette stabilisation est algorithmique, donc je n'ai pas des fonds euros. Okay. Ça, dans Mika, c'est interdit. Ouais. Exemple, je vais dire Luna ou Ethena. DAI. Le DAI, ouais. Voilà, le DAI, on va dire, par exemple, un DAI vaut $1, mais les actifs qui viennent protéger la valeur de référence sont algorithmiques des Ethers avec quand ça monte, je vends, une sorte de travail sur la masse monétaire en circulation. Et derrière, on a des stablecoins autorisés qui sont, quand je stabilise ma valeur en référence à l'euro, eh bien les actifs qui viennent garantir cet euro, ce sont des actifs très hautement liquides, des fonds, des bits, etc. Et là, on parle d'ART. Et les ART... c'est ça, non non, ça, c'était les EMT. Ça, c'est les EMT, ouais. Ça, c'est les EMT qui sont autorisés en Europe. Ok. Qui sont backés par des fonds. Ou qui sont basés par des fonds très hautement liquides. Et derrière, la dernière catégorie, les ART, ce qu'on disait, c'est ils viennent stabiliser leur valeur, mais grâce à un panier de devises ou avec de la matière première, l'or... n'importe quoi, les bananes, ça pourrait être vraiment n'importe quoi. Alors, c'est intéressant, du coup, l'USDC Circle, tu le places dans la catégorie EMT? Alors, s'ils stabilisent leur valeur par rapport au dollar, une devise, donc oui, en principe, ils doivent être des EMT. Ok. Et donc, en fait, Circle, c'est l'EME, c'est un EME, et l'USDC, c'est un EMT, c'est ça? Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'émetteur, l'émetteur et l'établissement de monnaie électronique, et son coin, qui stabilise sa valeur, est un EMT, un e-money token, donc un jeton de monnaie électronique. Okay. Et d'ailleurs, ART, c'est pour Asset Reference Tokens, donc ça peut être un panier. Si par exemple, je suis un stablecoin, peut-être comme celui du JOL, où tu es backé. Tether Gold, par exemple. Tether Gold,
Exactement, tu es backé par plusieurs assets. Ok, très clair. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous voulez rajouter un petit mot, carte blanche pour la fin, je sais pas, sur Mika, sur les stablecoins, une idée qui vous Mais vient? on espère que des émetteurs de monnaie électronique prendront la parole prochainement pour donner leur ressenti. On espère aussi. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Gary.